On a fait un accident de bagnole, choc frontal en allant en boîte. On a vraiment cru qu'on allait mourir. Ça a été la révélation pour moi. Je me suis dit, ok, il y a autre chose qui est possible. Moi, je suis pas le mec qui attaque. Par contre, si tu m'attaques ou tu me fais chier, voilà, par contre, je te défonce. Ça. Cap ou pas cap, de donner le nom d'une personne dans ton industrie que tu ne recommandes pas du tout. Cap ou pas cap? Moi, j'estime que je suis pas quelqu'un qui prend énormément de risques. Aux yeux de 95% des moldus, je suis un cramé. J'ai acheté un gros lot de machines sur une faillite en 2020, Okay. une ferme en Suisse, et là, ça a été la propulsion. Ma plus grosse perte financière, C'est au niveau de cette boîte-là. T'as fait all-in dedans. quasiment, Tu peux nous parler des chiffres ou pas? plusieurs bitcoins. Ok. Salut la team et bienvenue dans ce nouvel épisode de L'argent, rien que la vérité. Vous savez que dans ce podcast, on interviewe des investisseurs, des entrepreneurs, investisseuses ou entrepreneuses. Et aujourd'hui, je suis vraiment ravie de l'inviter qui va passer dans cet épisode puisqu'il a fait le parcours du combattant vraiment pour nous rejoindre. Je ne sais pas si c'est quelqu'un que vous connaissez, mais comme d'habitude, il y aura de toute façon tous ses réseaux sociaux dans la barre d'infos. Et j'ai le plaisir de vous présenter Florent. Florent, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer ton parcours? Qu'est-ce que tu fais exactement? Yes. Donc, Florent Gabriel, je suis cofondateur de Blob.io. Donc, Blob.io, c'est quoi? C'est une entreprise de minage de Bitcoin. En gros, c'est des data centers. On va chercher des surplus de capacité sur la planète d'électricité et on va brancher des machines des investisseurs et on va tout faire, une solution clé en main, de A à Z. On va s'occuper des machines et on va se rémunérer à la performance. D'accord. Présentant rapide aussi, donc j'ai bientôt 34 ans. Je suis dans le mining de Bitcoin depuis 2019. J'ai toujours été entrepreneur dans l'âme, je pense. Même si je me suis perdu dans le salariat pendant un moment, même si j'ai décidé d'y revenir à un moment, je crois que tu avais fait pareil d'ailleurs, Ouais. c'est pour ça que je fais le petit clin d'œil. J'ai arrêté mes études, j'étais en BTS de maintenance quand j'avais 19 ans pour faire ma première boîte. C'était une boîte de blanchiment dentaire. Ok. J'ai fait cette boîte-là, j'avais vu ça, je sais plus où d'ailleurs, sûrement sur Internet, un concept aux États-Unis. J'ai dit, ouais, je vais faire ça en France, ça va être incroyable. Il n'y avait pas encore les trucs des influx et tout, c'était vraiment avant les dropshipping, les trucs et tout. Je me lance là-dedans à fond, je me plante comme il faut. On a fait un accident de bagnole, choc frontal en allant en boîte. C'est pas moi qui roulais, c'était elle. Hein, voilà. Avec ta Ah, femme, du coup? Ouais, avec ma femme, avec les amis, avec tout le monde. On a vraiment cru qu'on allait mourir. C'est un mec qui a raté le virage en face, il est venu comme une fusée. Et suite à ça, gros choc de conscience, gros déclic. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de foutre de ma vie? Je me suis dit, mais j'ai pas voyagé, j'ai rien fait, on fait que travailler pour des patrons. Et je commençais à regarder des vidéos sur YouTube. Non, j'avais tapé comment faire de l'argent sur Google. Comment gagner de l'argent. Je me rappelle très bien. Au début, tu tombes sur plein de petites merdes, des trucs, des conneries. Des scams. Ouais, après, tu tombes sur un truc qui est assez ouf. Tu connais le MLM, le marketing de réseau? Oui. Bah, Ouais. Ça a été ma porte d'entrée, moi, dans Ah l'entrepreneuriat. bah, je trouve ça trop bien. Je te dis pas, je regarde pas forcément un bon souvenir. Après, il y a MLM et MLM. On est d'accord, c'est comme le bon et le mauvais chasseur. Tu vois, Ouais, c'est, après, on sait il y a pas des fou- MLM qui sont très bien, mais généralement, quand c'est dans de la finance, ça pue du cul à 99%. Ouais. Moi, c'était pas dans l'ordre de la finance, mais ça a été mon premier pas. Moi, c'était plus au niveau du sport, tu vois. Là où je cracherai pas dessus, c'est que ça a été les premières ouvertures de portes dans la tête. Tu vois, où vraiment, ça a été mes premiers pas dans le développement personnel. Alors, Beaucoup de eux, ils personnes. sont peut-être dans l'abus du développement personnel Ouais, ils aussi. sont dans l'over truc. Marche sur les cendres, lâche la cendre, il va rien t'arriver. Voilà, ça. Donc moi, j'étais pas quand même à ce niveau-là, mais c'est vrai que ça a débloqué plein de barrières dans mon cerveau qui ont fait qu'après, j'ai pu me projeter sur d'autres choses où finalement, tu vois, moi, par exemple, je m'étais fait mes objectifs de vie sur 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, tu vois. Visualisation et Voilà. tout. Non, mais ça, c'est plus Et donc, important. à l'époque, tu vois, genre, j'avais mis déjà, dans 10 ans, j'achèterais un immeuble. Au final, mon immeuble, je l'ai acheté 3 ans plus tard, tu vois. Donc, c'est un peu con, mais indirectement, sans me dire visualisation, etc., ça m'a permis déjà de planifier un peu des objectifs de vie et de m'aligner avec mon ambition. Chose que, en fait, c'était impossible pour moi avant, tu vois. Non, mais je trash talk sur le MLM, mais volontairement, parce qu'il y a quand même beaucoup de scams dedans. Oui. Mais il y a quand même deux choses qu'il faut leur laisser, effectivement, en termes de développement perso et de pied à l'entrepreneuriat. Je pense que ça a servi beaucoup de personnes. Mhm. De toute façon, je fais un petit aparté parce que on va parler un petit peu beaucoup du Bitcoin, du marché des cryptos d'une manière générale. Et du coup, je n'encourage pas du tout les personnes qui vont nous regarder ou qui vont nous écouter à rejoindre un MLM, comme tu le disais, dans les marchés financiers, parce que c'est souvent des gros scams.
d'autant plus dans la crypto. Donc, c'était une petite aparté, ça ne veut pas dire qu'on soutient le MLM, encore moins dans ces marchés-là. Donc, du coup, tu tapes ça sur Google, comment gagner de l'argent. Je tape ça, je regarde pas mal de vidéos. Je regardais pas mal de vidéos sur YouTube et j'étais tombé sur Yann Darwin, qui venait de lancer sa chaîne. Ça a été la révélation pour moi. Je me suis dit, OK, il y a autre chose qui est possible. Et c'est là que je me suis dit, OK, je me lance dans l'IMO à fond. Donc, j'ai appris tout ce que je pouvais sur l'IMO, les bouquins, les formations, les trucs. C'est avant de passer à l'action, là, le truc pendant un an où t'es un peu... En fin de compte, surtout, j'arrivais pas à acheter. Parce que je faisais des visites tous les soirs, mais j'arrivais pas à acheter. Parce que n'ayant pas de famille riche, famille très pauvre, on te prête pas, surtout si t'as pas de CDI. Et je me suis dit, je vais reprendre mes études d'électrotechnique. Avant, j'étais allé en maintenance. Le fait de repartir en électrotechnique, c'était un peu un gros fuck. Un prof principal à l'époque qui me disait que j'étais trop con pour faire un BTS électrotech et continuer après. Donc je me suis dit, non seulement je vais refaire ça, et en plus je vais faire major. Comme ça, je lui ferme sa bouche à l'autre. Lego. Ouais. Je fume mon BTS, je finis major académique, 19 de moyenne sur les 2 ans. Enfin, vraiment, je carbure. C'était pas être premier pour être premier, c'était le BTS devait être une formalité, sachant que j'avais plus fait de maths et de conneries depuis 5 ans. Je veux dire, tout l'été, avant de reprendre, mon pote était à la piscine. Moi, je faisais des équadifs sur ma serviette et rigolait tous, quoi. Moi, mon objectif, c'est libre et indépendant. IMO. Donc, je prends ce CDI-là, je fais des visites tous les soirs, j'achète mon premier immeuble de rapport. Okay. Ça se passe pas super vite et super bien, à vrai dire, quand je vois des accélérations fulgurantes de certaines personnes. Donc, il faut trouver un immeuble. Et l'immeuble, j'ai eu un coup de chance. C'est qu'il y avait un mec qui payait pas et syndrome de Diogène au milieu et personne, du coup, il pouvait le visiter et tout le monde était là en mode non, j'achète pas ton immeuble, quoi. Donc, l'IMO, mais comment t'en viens à la crypto, du coup? Dans EDF, à ce moment-là, on fait plein de visites immobilières encore avec ma femme. Mais, et tous les soirs, hein, d'ailleurs, vraiment tous les soirs. Donc les mecs qui disent la chance, ouais, non, il n'y a pas de Netflix, il n'y a pas de jeux vidéo, il n'y a rien. C'est le soir, on fait des visites IMO à 1h30 de chez nous. Et en fait, un jour, en 2018, la roue, elle tourne complètement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a très bien vécu pendant quelques années quand même. Genre, on a fait des beaux voyages, on a fait l'Australie, on a fait les États-Unis, on a fait plein de trucs. 2018, je fais une opération des yeux pour plus avoir de lunettes. Ok. Qui rate la première. Ah ouais? Donc je perds 70% de ma vue sur la première opération. Je fais une deuxième opération 2 mois après qui me rend la vue, mais ils me préviennent déjà que je vais avoir une diplopie handicapante à vie. Et une très forte. En gros, je vois tout en double. Tu t'es fait opérer en France? Ouais. Et la santé en France. Ouais, tu vas voir, c'est assez fou pourquoi ça a raté en fait. Ok. Donc là, petite période de dépression quand même. Hein. Ok. Faut le dire. 2018 Ouais, carrément, ouais, septembre 2018. Donc je crois que c'était ça, ouais. Et... pas très bien, vraiment pas très bien, en mode je me sens vraiment prise au piège, quoi. En plus, c'est un handicap invisible, les gens ils le voient pas trop, t'as des migraines terribles, fais de la rééducation. Le handicap invisible, c'est chiant, donc t'es déclaré travailleur handicapé. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait pas être pire. Et elle rentre du taf 1 mois après, elle tire la tronche jusqu'à par terre, ça devait faire 5 ans qu'elle est dans la boîte, je crois, ou 6 ans. Je dis, qu'est-ce qui se passe, t'es viré ou quoi? Elle me dit, ouais. Dis-toi qu'on est passé en 4 mois à 2... C'est l'argent vient avec la vérité, c'est ça? Ouais, bien sûr. Bon, 7000 balles net en CDI à 2, chacun une voiture de fonction, un chômage et une pension d'invalidité. En 3 mois ou 4 mois. Ah ouais. Vous perdez tous les deux votre travail? Ouais, je fais une matrice de décision. Okay. Pourquoi je partirais, pourquoi je resterais. Et dans les plus, je mets électricité gratuite, ou quasiment gratuite. Et je me dis, putain, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? C'est nul. Il vaut mieux une voiture de fonction. C'est naze. C'est genre 1000 balles d'économie à l'année, quoi. Je peux la revendre au voisin. Ouais, mais bon, non. Je peux planter de la weed. C'est vrai, tu t'es dit ça? Ouais, tout de suite, rapidement. Parce qu'on me faisait déjà la vanne, TDF, plante de la weed, tu vois. Ouais. Sauf que moi, j'en fume pas. J'aime pas ça. C'est pas que je suis anti-drogue, je suis anti-substances qui me font perdre mon contrôle, que ça soit l'alcool ou la drogue. Donc les gens, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je n'y touche pas. Ou alors très rarement l'alcool, quoi. Et je me dis, ouais, vas-y... j'ai quand même envie d'être papa un jour, pas envie d'aller en prison, c'est illégal. Donc je continue à chercher et je tombe sur le minage de Bitcoin. Parce qu'il y a un mec qui dit, ouais, si je travaillais là-bas, moi je minerais du Bitcoin dans ma cave comme un porc. Je me dis, mais de quoi il parle? Sachant que le Bitcoin, je l'avais déjà vu en 2013, on m'avait dit d'en acheter, je dis, ouais, c'est quoi cette merde? N'importe quoi. Ouais. Et là, j'ai compris comment ça fonctionnait. Je dis, ok, il y a des machines qui sécurisent les transactions et qui sont payées en Bitcoin pour faire ça. Et elle consomme de l'élec. Je connais rien à l'informatique. Enfin, pas grand-chose. Let's go, on y va.
J'achète des machines. peur. Ouais, je fais. Ma femme, elle roule Tu jusqu'à achètes tes Dijon. propres machines ou tu trouves un fournisseur de machines Non, déco? non. Je trouve des machines en occasion. C'est des cartes graphiques sur le Bon Coin Ok. que j'ai acheté à Dijon. Donc ma femme, je l'ai fait rouler la pauvre jusqu'à Dijon, Strasbourg-Dijon. Quand même pas mal d'heures. Le truc, je savais pas comment ça marchait. J'ai mis des semaines presque à le paramétrer et tout. Et quand d'un coup que c'est tombé l'argent, je fais ouah, c'est en vie, ça tombe, tu vois, ça tourne. Et là, intérêt cumulé, effet boule de neige. Tout de suite, je me dis ok, Warren Buffett, c'est parti. Tout ce que tu vas produire en Ethereum, tu vas troquer tes Ethereum contre d'autres cartes graphiques en occasion. Donc à ce moment-là, tu mines de l'Ether? Ouais, parce que j'ai vite compris que c'était plus rentable que le Bitcoin à l'époque. Ok. Donc tu as commencé par Bitcoin et après Ether ou tu as fait direct Ether direct. Ok. Et ensuite, j'ai remarqué que mes cartes graphiques que j'avais achetées, c'était pas les plus puissantes, mais qu'elles valaient cher pour les gamers. Et en fait, moi, je les vendais à 140 € sur le Bon Coin, et avec 140 €, j'arrivais à racheter quasiment 2 autres cartes d'une autre génération, qui étaient moins puissantes pour les jeux vidéo, mais bien sur l'Ether, qui étaient des RX 580. Et donc, j'ai réussi à doubler ma puissance comme ça. Ok. Parce que j'achète à chaque fois 2 cartes de 30. Ok. Même plus que doubler. Et petit à petit, j'ai fait comme ça. Je me suis fait arnaquer sur le Bon Coin. En gros, c'est un mec que j'ai eu au téléphone. Social engineering, j'étais pas prêt à ça. Tu vois, c'est pas l'accent où tu l'entends. Tu fais, ok, il est en Côte d'Ivoire, il est en train de me niquer. Non, c'est le mec qui te parle comme toi et moi. Le mec, il a pas d'accent, il parle très bien, il sait exactement où appuyer pour te manipuler. Il connaît le mining? Il connaît super bien le mining. Étonnamment, on parle de mining pendant 1 heure. Le mec, il entend que j'ai un gamin, il me dit, écoute Florent, je vais coucher les gamins, je te rappelle après. Je dis, ouais, pas de souci et tout. Alors qu'il avait pas d'enfant, ce bâtard. Je pense qu'il avait pas d'enfant. Non. Le mec, il me rappelle après, il me dit, écoute Flo, je sais, j'ai 4 machines à vendre, mais j'en ai déjà promis 2 à un jeune et j'ai qu'une parole, je peux t'en vendre que 2. Même pas gourmand, tu vois. Ouais. Et je dis, ok, j'ai dit, comment ça se passe pour le paiement? Il me dit, bah, il n'y avait pas les paiements tiers de confiance à l'époque et tout, je crois pas. Et il me dit, bah, soit tu viens chez moi, on boit une bière, tu vois, et je te les file. Mais les mecs, ils se localisent dans des Pyrénées, des trucs éclatés, tu vois, où même si t'es en bas de la montagne, tu mets 1h30 à monter, tu vois. Ouais. Et, à Dodane, tu vois. Et il me dit, soit tu me payes en crypto. Je dis, ouais, ok. Je dis, bah, vas-y, je te paye en crypto, c'est bon, on fait 3 heures au téléphone. Et je lui dis, envoie-moi juste ta carte d'identité, par contre, s'il te plaît. T'as trop raison. Bien sûr, je te l'envoie tout de suite. Il y a trop d'arnaqueurs, t'as raison. Bon, là, mon erreur, c'est de pas avoir pris la carte d'identité et la mettre dans Google Images ou quelque part. Je l'aurais trouvé direct, tout de suite, que c'est une arnaque. Et le lendemain, il me dit... Parce que comme il a pas bégayé, ça t'as pas... Pas qu'elle a la confiance, quoi. Sauf que ça a été un déclic. Parce que je me suis dit, plus jamais je me fais niquer comme ça. Comment je fais pour plus me faire niquer? Je me dis, il faut une plateforme de séquestre, comme un notaire, escrow service, basée sur la blockchain pour échanger tes cartes graphiques contre de la crypto, enfin le matériel d'occasion de minage contre de la crypto. Je cherche partout, ça n'existe pas. Je dis, putain, ça n'existe pas. Je vais le créer. Problématique, je sais pas coder. Deuxième problématique, personne me connaît. Il faut quand même de la crédibilité avant que quelqu'un t'envoie des fonds, quand même. Tu vois. Bien sûr. Et je me dis, bon, la crédibilité... Ouais, je sais ce que je vais faire. Je me suis inscrit à tous les Discord de mining, donc les forums de mining que j'ai trouvés partout. J'ai écrit tout le temps dessus, à énerver tous les mecs qui avaient le marché, dont Julien, mon partenaire, mon associé d'aujourd'hui. Et du coup, j'écris à tout le monde comment réparer les machines, comment faire ci, comment faire ça. Et je dérange 3 mecs, tu vois, qui maîtrisent un peu le marché français de l'occasion et tout. Et je m'en fous, clairement. Et en fait, l'astuce, c'est qu'au bout d'une semaine que j'ai tellement écrit sur ces forums et sur ces Discord, j'ai écrit aux administrateurs, je peux être ton modérateur. Du coup, je suis devenu modérateur de partout. Les mecs qui arrivaient sur les forums ou les Discord disaient, ah ouais, lui, c'est un OG, hein, c'est un ancien, il est modo là, il est modo là, il est modo là. Et du coup, je lui explique, je lui dis, écoute mec, on va faire une plateforme, tiers de confiance, basée sur la blockchain. Tu me suis ou tu me suis pas? Il me dit, c'est quoi le business model? Je lui dis, il n'y en a pas. C'est juste plus se faire arnaquer. Et ça va nous permettre de connaître tout le monde. Fournisseurs, fermes, etc., etc., etc. Donc on a commencé comme ça. Et après, je suis tombé sur des très bons deals. Je passe l'histoire, mais j'ai acheté un gros lot de machines sur une faillite en 2020, une ferme en Suisse. Et là, ça a été la propulsion. Parce que on l'a acheté vraiment juste avant que le marché explose. Moi, j'ai branché 10-15 machines chez moi. J'ai jamais abusé de mon tarif électrique, en fait. Je prenais 10 kW, tu vois, de quoi chauffer la baraque. C'est une passoire thermique de malade, le logement de fonction. Donc, j'ai jamais abusé. Donc, ça, c'était rempli chez moi. Et je me suis dit, purée, comment je peux en brancher ailleurs? Du coup, je suis allé voir des collègues. Je dis, vous en avez marre? Le salaire national brut, il est jamais augmenté.
vous en avez marre, vous n'avez pas une DNR, de numéro de réservation qui va monter? Ça, c'était qu'en 2021, du coup 2020, 2021 Ah, 2021. Ah ouais. 2020. Encore 2020, ouais. Attends, ça a pété quand? Décembre 2020? Ouais. 2020. Ok. Ouais, bien 2020. Non, mais je suis allé très très vite. Hein. Ok. Quand j'ai une idée en tête, c'est. Et. Bah, je m'en remets chez 1, 2, 3, 4. J'en envoie au Venezuela. Enfin, je vends pour envoyer au Ah oui, Venezuela. Ouais. Dans le Venezuela, on va reparler. J'ai tout perdu. Au Venezuela, là-bas, j'ai tout perdu plus tard. Ok. C'est fait voler les machines. Enfin, les communistes, ils appellent ça nationaliser, mais c'est pareil. C'est fait voler les machines. Donc, mauvaise expérience au Venezuela. Mais bon, il n'y avait pas tous les œufs dans le même panier, mais c'était quand même dur. Bon, bref, je branche toutes ces machines chez les mecs. Et là, le bull run, il explose. Et là, on est dans les chiffres, donc je peux en parler. Et je mets tout de suite le disclaimer et fais pas un short où je vais me faire couper des doigts. Oui, j'ai gagné beaucoup. Oui, j'ai tout perdu après. Et c'est pas liquide, ce que j'ai aujourd'hui. Et là, je me retrouve à faire un Ethereum par jour. En bull run. Bien. Ouais, plutôt cool. Je savais pas avec le minage, hein. Ouais, avec le minage. Ouais. Je minais du Bitcoin aussi à côté. Je savais pas qu'un bull market c'était si court, quand même. Je savais pas que le bear market faisait si mal, à vrai. Là, j'ai compris pourquoi quand je suis arrivé. Parce que 2022, c'était ton premier bear market. Ouais. Du coup. Ah, ouais. Bah oui et non. Oui, enfin toi, t'arrives en Moi, fin j'arrivais de bear. en bear. Mais t'arrivais au moment d'accumulation. Fin de bear 2019. Hein, je me suis tapé 1 an et demi de bear quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. 1 an et demi de bear. Hein. Moi, je suis rentré Bitcoin à 6000. On m'a dit que ça pouvait pas tomber plus bas. Mars 2020, 3000. Hein. Ouais. Hello. Ouais, c'est clair. Dis comme ça. Ouais, Avec tes cartes graphiques et toi, tu fais le malin. Tu dis à tout le monde je suis Elon Musk. Ouais, bien sûr. Avec ton Ether qui passe de 300 balles à 80 $. T'inquiète, je me rappelle, hein, j'ai pas dormi. Ouais, bien sûr. À l'époque, j'étais encore vraiment impacté par le cours. Aujourd'hui, plus du tout. C'est assez effrayant d'ailleurs. Je suis très très froid sur ça. J'arrive pas à me réjouir et j'arrive pas à avoir peur. Ok. D'ailleurs, on peut passer du coup avec ça déjà sur la première question, parce que la première question, c'est dans ton parcours, quel a été le moment ou l'événement où tu as perdu le plus financièrement? C'est après. On y arrive, ouais. Allez. On y arrive dans 2 minutes. 3. Ouais, peut-être 4. Ouais, c'est long, je te dis. Mais c'est bien parce que du coup, je fais les questions au fur et à mesure. Je parle beaucoup, il faut m'arrêter. Non, mais c'est hyper pertinent. J'ai dormi 2 heures en plus, donc là, pas de T'inquiète. filtre. Ouais, le monteur, tu vas avoir du taf. Et à ce moment-là, avec Julien, on se dit, on va créer notre boîte Mining Market et on va vendre du hosting, donc héberger les machines des clients, etc. Et en parallèle, on faisait du consulting pour plein de boîtes de mining. On leur a construit des fermes de minage. Julien, il est parti en Russie pendant 6 mois. Moi, j'en ai fait à Paris. J'ai fait le bureau d'études pour la ferme du Venezuela, comme c'est mon métier. Pas que le bureau d'études, hein, mais je suis passionné d'électrotechnique quand même, donc oui. Et ouais, tout va trop vite. Je me passionne de tokenomics aussi. Ok. J'analyse plein de projets, j'investis dans des ICO, donc là tu perds de l'argent, t'en gagnes, t'en perds, t'en gagnes, t'en perds. En général, t'en perds. Sauf si t'as fait des ICO Ethereum, tu vois. Mais voilà, souvent c'était quand même... C'est mal passé. Et une des boîtes pour laquelle on donnait du consulting, qui au début devait être gratuit, bénévole de ma part. Parce que là, du coup, tu t'associes avec Julien, c'est ça? On n'avait pas encore fait la boîte. Okay. Mais on était associés dans la tête. Ouais, bien sûr. Et une des boîtes pour laquelle on donnait du consulting, qui a débuté gratuit, après était devenu payant, nous a proposé de les rejoindre. Enfin, d'abord, m'a proposé moi de les rejoindre, sans Julien d'ailleurs. Donc ça, j'ai refusé catégoriquement. Je dis hors de question. Je viens de le faire déménager pas loin de chez moi. J'ai dit, c'est mort. Ça aurait dû être le premier red flag d'ailleurs, cette réaction à l'époque. Et ils m'ont proposé à moi $1 million pour 51% des parts de la boîte qu'on allait faire avec Julien, pour intégrer leur groupe. 4,5 millions de leur token, 2,5% d'equity, donc d'actions de leur boîte, valorisée à 80 millions. Et t'as dit non. Et un poste de numéro 2. Et j'ai dit oui. Bien. J'ai dit oui. T'aurais pas dû. Tu regrettes? On n'a rien signé. Mais tu peux pas faire des trucs comme ça.
La parole d'homme Non. avec une poignée de main. Non, quand il y a de l'argent en jeu, tu peux pas dire. Oui, il y a la bah parole j'ai d'homme. compris. Bah oui, j'espère bien, parce que là. Oh, mais Donc, je ta me femme, suis- elle devait être folle. Non, mais attends, c'est pas fini. Moi, je lui ai dit quoi? Je joue pas au poker avec de l'argent gratuit. Take my fucking money. Et j'ai pris mon argent et je l'ai mis dans son ICO. 2 ans en tant que numéro 2, sans contrat, pire qu'un clandestin, avec un mec qui savait plus du tout où il allait, où il allait, complètement perdu dans sa vision. Boîte chaotique. Par contre, j'ai appris énormément. J'ai fait beaucoup de réseaux, j'ai gagné en visibilité. J'ai appris beaucoup de choses. Donc, il n'y a pas tout. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, même s'il y a beaucoup à jeter quand même. Hein. J'aurais dû quitter plus tôt. C'est le seul regret que j'ai. J'aurais dû quitter beaucoup plus tôt. Du moment que j'ai ouvert certains placards et que j'ai vu certaines choses, j'aurais dû partir. Je suis resté pour plusieurs raisons. Un, la cupidité, très con, tu vois, parce que tu dis putain, il y a mon argent dedans, faut pas que ça coule. Deuxièmement, le syndrome du sauveur. Tu dis, il y a quand même beaucoup de gens qui m'ont fait confiance, qui sont rentrés là-dedans parce que j'étais visible, parce qu'ils me connaissent et j'ai fait rentrer de la famille, des amis. Parce que moi aussi, j'y croyais dur comme fer. Et quand j'ai découvert le poteau rose, le monde s'est effondré. Ouais, donc syndrome du sauveur, la cupidité, faut l'admettre aussi. La peur, t'es terrorisé à ce moment-là parce que tu dis waouh, si je parle maintenant, ça se calme. Si je parle pas, je tombe avec. Et si j'essaye de sauver le truc de l'intérieur, si j'y arrive pas, je suis baisé aussi. Donc tu te retrouves dans une situation où t'es baisé, alors que toi, t'avais rien à voir avec ça. Donc là, t'es pas bien, donc j'ai pris des conseils d'avocats et de mentors qui m'ont fait, grosso modo, une strate de sortie. Donc on est parti sur gros litige avec cette société, encore au tribunal aujourd'hui. Ok. Je pense pas que c'est un scammer, le mec. Je pense qu'il a arnaqué malgré lui, c'est-à-dire qu'il est... Tu penses que c'est sa cupidité qui l'a poussé à faire des actions Non, peut-être qu'il a... non. Après beaucoup de recul, je pense que c'est le déni. C'est que c'est une protection mentale du mec qui était un peu... c'est des gamblers, c'est des traders et tout ce que tu veux. C'est que le mec prenne tellement de risques et quand ils ont perdu sur leurs risques, faut trouver d'autres responsables. C'est des gens... Tout le monde est responsable, sauf eux. Il faut toujours trouver quelqu'un, tu vois. Ça a toujours été comme ça, il y a toujours un conflit avec quelqu'un, ce mec. Et je pense que c'est une protection mentale pour que ces fusibles, ils grillent pas. Ok. Mais son objectif, c'était peut-être pas d'arnaquer les gens. Mais in fine, c'est ce qu'il a fait, avec mon argent avec, hein, et tout le monde. Moi, j'ai claqué la porte 1 an avant. Je m'en doutais qu'il tiendrait pas. Moi, je m'en doutais. J'espérais secrètement qu'il se relève, mais... C'est un mec, quand t'es là et toi tu vois l'iceberg, on est 4 personnes, entre guillemets, consultants, parce qu'on n'était pas embauchés ni rien, qui lui disent mec, il y a un iceberg là-bas, tourne la barre, et que le mec il dit non, si je pense très fort qu'on va passer au-dessus de l'iceberg, on va passer au-dessus de l'iceberg. Ouais, j'ai capté. Bon, là t'es pas bien, franchement, là t'es pas bien. Donc à un moment, et je pense que c'est ce jour-là dans ma vie où j'ai réussi à passer de la motivation négative à la motivation positive. Ok. C'est-à-dire que tu vois ce que c'est la différence entre les deux? Tu veux l'expliquer? Je l'explique. Bah, je t'en prie. Bon, grosso modo, je vais faire avec mes mots. T'as des mecs qui fonctionnent à la motivation positive, genre ils disent je vais pas au McDo et je vais à la salle de sport parce que je vais être beau. Et t'as des gens qui se disent oulala, j'ai du cholestérol, je vais bientôt crever parce que mon foie il a une hépatite stéatose non alcoolique. C'est pour ça que j'ai dû perdre des kilos. C'est ce qui t'est arrivé? Ouais. Ok. Et il faudrait peut-être faire quelque chose. Donc il y a des gens qui fonctionnent à la motivation négative, comme moi. J'ai été obligé de faire l'accident de bagnole. J'ai été obligé que la boîte marche pas. J'ai été obligé pour prendre la décision. Tu vois, entre guillemets, on te jette dans l'eau parce que t'as pas le choix avec l'opération aussi, quoi. Et là, je me suis dit, ok, c'est parti, on se casse. Mais parce que j'étais bien accompagné avec des mentors, des avocats et tout. J'ai dit, on se barre et on fait notre boîte de mining. On y viendra après, mais du coup, ça répond à ta question. Ma plus grosse perte financière, c'est ça. C'est au niveau de cette boîte-là, dans laquelle, en fait, t'as fait all-in dedans. Quasiment. Tu peux nous parler des chiffres ou pas? Non, tu préfères pas. Mais t'as mis beaucoup. Plusieurs bitcoins. Ok. Plusieurs bitcoins aujourd'hui. Ok. Oui. Donc, du coup, t'as retenu la leçon? Tu sais ce que tu ne... Ah bah oui. Tu referas pas. Alors après, il y a des choses que je prône pas non plus. Tu vois, typiquement, quelqu'un qui m'a dit récemment, il m'a dit oui, mais
ta seule source d'argent aujourd'hui, c'est ton immeuble et ta boîte. Je fais, ouais. Non, mais tu devrais faire ça. Et tu devrais faire ça. Et tu devrais faire ça. Je fais, non. Je recommence la mienne. Non, c'est pas la peine parce que l'over-diversification, ça te kill aussi en fait, parce que t'es pas focus. Les mecs disent oui, mais il faut être diversifié, c'est vrai et c'est faux. Moi, je suis pas pour la diversification absolue. Je suis vraiment d'accord avec toi. Moi, je suis vraiment C'est d'accord un avec truc toi. qui est rentable, tu le scales. En fait, moi, je suis vraiment d'accord avec toi, parce qu'en fait, c'est un peu la loi de Pareto avec les 80-20, où moi, tu vois, pareil, avant, j'étais un peu sur tous les piliers, genre, j'étais autant sur l'IMO, sur mon portefeuille crypto, sans parler de trading, hein, mais vraiment en mode investissement. Puis j'avais ma boîte dans le marketing. Et en fait, à un moment, j'étais fatiguée, tu vois. Et moi, c'était vraiment ma boîte dans le marketing qui me prenait 80% de mon temps. Mais en termes de revenus, l'IMO et la crypto, c'est ce qui me ramenait le plus, finalement, tu vois. Et ouais. Les investissements. Et en fait, je me suis dit, bah, tu sais quoi, c'est vraiment éclaté comme stratégie. À un moment donné, arrête de mettre toute ton énergie sur le truc qui fonctionne le moins. Tu vois, parce qu'en fait, tu as envie que tout fonctionne. Mais arrête de mettre toute ton énergie sur le truc qui fonctionne le moins. Et que justement, mets toute l'énergie là où ce qui te rapporte le plus. Et finalement, bah, si déjà en mettant que 20% du temps, c'est ce qui te rapporte le plus, si tu mets 100%, qu'est-ce que ça va être, tu vois. Et il y a une différence aussi de stratégie entre ne pas vouloir se faire manger par l'inflation et faire sa petite vie pépère, pépouze, tranquille. Vouloir devenir riche et rester riche. C'est 3 stratégies différentes. Tu peux pas... Bien sûr que quelqu'un qui est déjà très riche, lui, sa strat, ça va être de rester riche. Donc lui, il va se diversifier. C'est OK. Quelqu'un qui veut juste épargner comme mon père et tout, oui, une diversification, pourquoi pas, un peu d'ETF, un peu d'or, un peu de ci, parce qu'il n'a pas pour but de vouloir devenir riche. Mais si tu veux passer de là à là, il n'y a pas le choix. Hein. C'est prendre des risques et tu scales dans un truc. Ouais, je suis assez d'accord. Bah, de toute façon... Si tu veux être partout, t'es nulle part. En fait, c'est, dans tous les cas, c'est si tu veux scale, comme tu dis. En fait, c'est soit... Comme tu dis, tu te contentes un peu de ce que tu as et tu sauves les meubles. Et tu n'as pas besoin de gros risques. Tu vois, en réalité, tu investis un petit peu, ton argent il travaille pour toi, sans faire des chiffres mirobolants. Bon, ça ne fera pas des chiffres mirobolants, du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas trop de risques. Pareil pour quelqu'un qui commence à avoir déjà une grosse fortune, un gros capital, lui, il va se dire, bah, moi, je préfère la jouer sécure, je sauvegarde mon patrimoine, je le fais travailler, mais sans prendre des gros risques, effectivement. Comme ça, je sais qu'il est protégé, tu vois. Donc, effectivement, là, il n'y a pas besoin d'avoir des gros profils risques. Mais en fait, ça, je pense que ça dépend des gens. Et comme tu dis, je pense que c'est apprendre à se connaître et connaître son profil d'investisseur ou d'entrepreneur. Tout dépend. Mais c'est comme ça que tu sais te jauger. Et effectivement, si toi, tu as cette ambition-là de monter les échelons socialement, tu vois, et de sortir de la classe ouvrière pour arriver au top du top pour que tes prochains enfants, ils aillent encore plus au top du top, bah, typiquement, oui. Faut prendre des risques. Ouais. Après, c'est pas qu'un but d'argent, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Mais ouais, t'es obligé de prendre des risques. Après, moi, j'estime que je suis pas quelqu'un qui prend énormément de risques. Mais bien sûr qu'aux yeux de 95% des moldus, je suis un cramé. Mais moi, je te garantis qu'autour de moi, j'ai fait des vrais cramés, tu vois, des patrons de boîte. Ouais. Donc, non, je m'estime très, très mesuré dans les risques que je prends. Bon. On va avancer. Je ne pourrais pas te poser toutes les questions parce que là, on a déjà bien avancé, mais c'était hyper pertinent. Donc, je n'avais pas envie de te couper sur ce qu'on va se dire. On va faire le premier petit jeu. C'est un « tu préfères ». Donc, je vais te donner 2 affirmations. Sur ces affirmations, tu vas me dire laquelle te correspond le mieux. Donc, la première. Est-ce que tu préfères perdre tous tes investissements et ton business, mais garder ton réseau ? Ou alors, garder tes investissements et ton business, mais avec 0 contact. Je garde mon business. Tu gardes ton business et tes investissements ? J'ai une capacité très forte à faire du réseau s'il faut. Moi, je suis pareil. Donc, c'est pour ça que je garde le business. Ok. Je pense que ceux qui vont choisir les contacts, c'est qu'ils vont trop se reposer sur les autres. Et je préfère me reposer uniquement sur moi-même et ma capacité à refaire du réseau. Ok. Plutôt social. Je veux dire, je suis très vite du réseau. Donc non, clairement, je garde ce que j'ai. Ok. Est-ce que tu préfères avoir un associé ultra brillant, mais insupportable, ou un associé moyen, mais hyper loyal ? Moyen. Mais hyper loyal. Est-ce que tu préfères être un milliardaire détesté ou avoir la plus grosse notoriété de ton secteur sans jamais devenir millionnaire ? Milliardaire. Milliardaire détesté. Pas aller avec des autres. Est-ce que tu préfères monter une boîte qui explose mais que tu détestes ou une boîte que tu adores mais qui stagne ? Ça dépend, elle stagne à combien ? Tu sais que genre t'as un plafond de verre que tu peux pas péter. Mais est-ce que je suis heureux dans ma vie niveau financièrement ? Tu l'adores.
Tu adores la boîte. Je suis nickel. La boîte, elle a pas les objectifs que tu... Ok, je reste dans la boîte qui me fait kiffer. Ok. Ouais, grave. Est-ce que tu préfères gagner 1 million par mois, mais bosser 7 jours sur 7, ou 10K par mois en totale liberté? C'est tout le reste de ta vie ou c'est une période? Non, c'est le reste de ta vie. 10K. 10K par mois, Ouais, totale grave. liberté. C'est Allez. clair. Je prends un sac, je vais à Bali, ciao. Allez, let's go. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, parce que c'est vrai que tu as un parcours hyper riche en expérience, en rebondissement. Enfin, ça a été vraiment les montagnes russes. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des gens comme ça où en fait leur parcours de vie c'est des très hauts et des très bas, des très hauts et des très bas. Tant il y en a, ils vont avoir une vie assez plane. Est-ce que tu peux nous dire toi, du coup, dans ce parcours, ta femme, tu l'as rencontrée du coup très jeune puisque tu nous en as Ça fait parlé. 14 ans qu'on est ensemble. Voilà. Alors, en dehors de cet aspect-là, les gens autour de toi, comment ils ont réagi par rapport à ton évolution, de voir le Florent peut-être effectivement parfois déprimé qui finit par monter des grosses boîtes qui tournent. Ton entourage, comment il s'est comporté vis-à-vis de ça? Est-ce qu'il y a eu du soutien? Est-ce qu'on t'a tourné le dos? C'est compliqué. C'est compliqué parce que tu peux pas leur en vouloir pour quelque chose qu'eux, ils n'ont pas osé faire ou qu'ils peuvent pas comprendre. C'est-à-dire que toi-même, tu es déjà envahi par la peur et tu dois pas le montrer. Et si tu leur communiques la moindre once de peur, tu sais, c'est la solitude du dirigeant. Tu dois être seul, t'as pas le choix. Parce que si tu contamines des gens qui sont pas câblés comme toi, ils vont te remettre ta peur x10 dans ta gueule. Ils vont te remettre ton malaise x10 dans la gueule. Parce qu'ils ont encore plus peur pour toi que t'as peur pour toi. Ok. Donc, t'es obligé malheureusement d'embrasser cette solitude du dirigeant. Et j'y viens après sur ma famille et les amis. Mais je fais vraiment un truc, parce que ça, c'est vraiment un truc qui peut peser lourd, la solitude du dirigeant. Il n'y a qu'un moyen pour en sortir, c'est de faire soit des masterminds ou des trucs avec des mentors ou des coachs psy, entre guillemets, entrepreneurs, ou d'être accompagné d'entrepreneurs du même niveau et régulièrement manger ensemble ou juste sortir. Et pas forcément juste parler, funnel et trucs, non, juste des problèmes parfois et tout, tu vois. Parce que, en fait, il n'y a pas plus hypocrite qu'un « Salut, ça va ?» Moi, je te garantis que quand ça va pas, je te le dis. Ok. Si t'es dans mon cercle de confiance. Ok. Tu vois, genre, j'ai appelé une de mes consoeurs avant-hier. Elle me dit ça va, chouchou? Je fais non, ça va pas. Mais pas ça va pas, version émotionnellement. Genre, non, je veux juste que t'écoutes mes trucs. C'est ok, vas-y, regarde mes problématiques, c'est ça. Je suis en train de les traiter comme ça. T'en penses quoi? Ah ouais, attends, peut-être que tu vois. Ouais, et en fait, t'arrives ouais. à te connecter à quelqu'un qui va, tu vois. Donc, ça, c'est pour ça les masterminds, les trucs et tout, c'est bien. Pas forcément des payants, hein, tu peux le faire juste, tu te fais un groupe de potes. Ouais, bien sûr. Le truc, hein, t'es pas obligé de te faire saigner à 60 000 balles ton année. Toute ressemblance avec des autres choses existantes. Non, mais j'entends. Mais sinon, pour la famille ou les amis, c'est compliqué. Déjà, les amis. Est-ce que tu penses que c'est toi qui as fermé les portes parce que tu as vu qu'ils ne te comprenaient pas? Ou est-ce que tu penses que c'est eux qui ont lâché parce qu'ils ne te reconnaissaient plus? C'est compliqué comme question, je pense que c'est un peu des deux. Il y a effectivement des gens que j'ai complètement sortis de ma vie, que ma femme peut aller voir sans que moi je sois là. Tu vois, que c'est des amis d'enfance où moi je vais pas être intéressé d'y aller. C'est très triste ce que je dis, mais parce que c'est des gens que j'estime qui ne m'apportent rien. Et je parle pas de m'apporter quelque chose financièrement ou dans le business. C'est des gens qui restent dans un schéma répétitif, qui n'a pas évolué depuis peut-être l'adolescence. Moi, j'ai évolué. Ça fait vachement présomptueux de dire ça. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que toujours des choses toxiques, tu vois, des gens qui vont se plaindre de la même chose depuis 10 ans, mais qui restent dans ce schéma. Et t'as beau essayer de les en sortir, tu vois, ce fameux syndrome du sauveur, ils veulent pas être sauvés, ils veulent juste se plaindre. Et en fait, j'ai l'impression que c'est une soirée de perdu, si je suis avec. Donc, je préfère pas être avec. Ok. Je suis en déplacement, je vais aller voir, boire un coup. Après, si je les vois une fois dans l'année, c'est ok, tu vois, ils sont dans mon cœur, ils sont pas dans ma vie, c'est tout. Donc, oui, il y a des gens que j'ai écartés volontairement, parce qu'on est la moyenne des 5 personnes qui s'entourent. Et clairement, les gens que je pense qui sont toxiques, je les ai éloignés. Même s'ils sont gentils, il y a des gens qui sont toxiques. Oui, si tu sens que c'est pas... effectivement, comme tu dis, c'est pas que qui financier. s'auto-sabotent ou que... Mais si tu sens que c'est pas des gens qui ont aussi cette capacité peut-être de te tirer vers le haut d'une façon ou d'une autre. Hein. C'est pas forcément des mecs qui vont te tirer vers boîte. le bas, tu vois, typiquement, le genre de truc fait... Bon, je prends un exemple à la con, il fait « Oh, allez, juste un verre !» Tu viens de dire « Non, je bois pas d'alcool, j'ai un problème au truc. » Tu sais, c'est des gens qui ils ont un mindset qui te... Tu vois, je suis pas fan, tu vois. Genre, tu dis « Je suis en train d'arrêter le sucre. » Tu fais « c'est bon. » Enfin, ou pareil, tu vois, j'avais un de mes potes,
Tu vois, quand j'étais pas bien du tout, moi, je voulais pas prendre de médoc et tout. Il me fait, viens, Flo, on se fait une soirée Xanax et tout. C'est quoi ce genre? Tu vois, enfin. Ouais. Ouais, on m'a jamais fait celle-là, mais ok. Ah bah, je m'attendais pas non plus, hein, je te garantis. Ensuite, la famille. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ton père et ton grand-père. Ma du mère, coup. je sais pas. Elle t'en a jamais parlé? Non. Je pense qu'elle est fière, entre guillemets, mais j'ai pas des liens. Enfin, je la vois, ma mère, mais je suis pas ultra proche. Ok. Faut savoir que j'étais foutu à la rue quand même quand j'avais 14 ans, tu vois, donc ça refroidit des liens quand même. Ouais. On s'est reparlé quand j'avais 18 ou 19, quoi, parce que mon ex avait fait en sorte qu'on se reparle, mais. Donc, non, j'ai pas de. C'est pas quelqu'un dont le regard m'importe, même si je l'aime bien aujourd'hui, hein, c'est cool, mais il y a quand même un truc qui a été un peu cassé à l'époque. Ma grand-mère, ça m'importait beaucoup. Elle était ultra fière, mais après elle avait l'Alzheimer, Ok. alors que j'étais au début en galère. Faut savoir que ma grand-mère, c'est peut-être la seule entrepreneuse de la famille, en fait. Ok. Ce que je dis, j'ai pas d'entrepreneur dans la famille, c'est faux. Ma grand-mère a géré à l'âge de 40 ans une boîte de sanitaire chauffagiste parce que son mari est décédé d'une maladie. Ok. Et elle s'est retrouvée avec les salariés, les trucs et tout. Donc c'était, et elle avait des apparts qui étaient loués, des trucs et tout. Donc ça a toujours été un modèle pour moi, ma grand-mère, de malade. Ça me déchire le cœur. Ça me donne des maladie. frissons. Ouais. Et putain, je suis fatigué. Et du coup, ton père et ton grand-père, comment ils sont réagis? Mon grand-père, il est décédé hein, avant que ça marche. Ok. C'est, tout au début. Hein. Ok. C'est la période noire, quoi. Ok. Mon père, je me suis toujours posé la question. Je pense qu'au fond, il doit être fier, mais tu sais, mon père, c'est un gros gauchiste hein, quand même. Ah ouais. C'est un délégué syndical en puissance, tu vois. Donc du coup, il va avoir du mal à te le dire, peut-être. Non, la dernière fois, il le parlait comme si j'étais pas là à table. Il parlait avec ma femme, il disait ah, Florent, c'est bien, il est très très ambitieux, mais il est devenu très orgueilleux. Pardon? Je sais pas, non, vas-y, repépète. C'est quoi la définition d'orgueilleux? Parce que pour le coup, pas du tout. Il me dit, ouais, mais nanana. Je dis, non, on n'est pas d'accord sur la définition d'orgueilleux. Et en fait, il avait pris mal une ou deux choses que j'avais dit. Typiquement que mon frère, il m'avait demandé un truc à la con. Et mon frère, tu vois, je pense qu'il s'en fout. Tu vois, moi, je suis cool avec mon frère. Et il m'avait demandé comment j'étais allé au village, parce qu'on a une maison en Espagne, dans un petit village dans la montagne. Comment j'étais allé? Je dis, j'ai pris l'avion, nanana, parce que tout le monde prend la voiture, personne prend l'avion pour y aller, quoi. Et moi, j'ai dit, oui, moi, je prends l'avion parce que ça me fait gagner 2 journées, à l'aller et au retour, quoi. Il me dit, ouais, mais bon, et tout. Je dis, ouais, mais moi, 2 journées. Oui, t'as pas à te justifier. Non, et je dis juste innocemment, je dis, bon, et en plus, oui, j'ai les moyens, quoi. Ouh, la phrase à pas dire. Elle a pas plu au daron, hein. T'imagines ce que t'as dit devant ton frère, nanana. Enfin, un truc de ouf, tu vois. Moi, je fais, mais y a quoi de mal? Et pareil, on avait parlé d'impôts à un moment, combien payé. Et moi, je dis, ouais, mais on parle pas, nous, on paye X. Mais j'ai pas fait exprès, tu vois, que oui, la somme a été indécente sur la boîte. On parle de centaines de milliers d'euros, tu vois. Et je dis, ouais, on parle pas à France, ça va être 300 000 balles d'impôts qu'on va payer, là, c'est sûr. Et tout. Et en fait, lui, il l'avait pris super mal. En mode, t'étais obligé de te comparer à la hausse. Et en fait, je lui ai dit, non, pour moi, c'est toi qui as un mauvais rapport à l'argent. Oui. J'ai dit, c'est pas moi qui est orgueilleux, c'est toi qui as un mauvais rapport à l'argent, parce que moi, je t'ai parlé de ça de façon neutre. Que tu payes 2 000, 5 000 ou 8 000 euros d'impôts, pour moi, c'est pareil. Que tu me dis 200 000, c'est pareil, c'est un chiffre. Le fait que moi, je te dise que j'ai pris l'avion parce que j'ai les moyens et que par rapport à ma boîte, si je peux gagner 2 jours de travail, je les gagne. Et puis en plus, ça te fait payer moins d'impôts aussi parce que tu le fais passer en charge sur la boîte. Ah bah non. Non? Ah bah non, j'ai en vacances en Espagne, je mets pas l'avion sur la boîte. Si, tu le fais passer. Bon, bref. Non, pour le coup, non, vraiment pas. Je fais pas ça. Parce que déjà, t'as une boîte à 2. Quand t'as une boîte seule, tu fais ce que tu veux. Mais quand t'as une boîte à 2, tu vas pas faire ça à ton associé non plus. Tu tires de l'argent de la boîte, tu vois ce que je veux dire? Bah, gros, vaut mieux que ça passe dans tes frais plutôt que ça passe dans les impôts, je suis désolée. Hein. Ouais, mais si tu commences à faire ça dans une boîte et t'es un associé, c'est la fête du slip. Ah oui, mais moi, je me suis fait passer la Saint-Valentin à l'étoilé. Mais non, mais après ça peut être prévu. Mais effectivement, si tu prends l'avion pour revenir bosser à la boîte plus tôt, le lundi, plutôt que de rentrer le mardi en voiture,
Bon, bah, on va changer ça au comptable. On va le mettre, on va le mettre. Non, mais je sais Non, pas, en vrai, tu vois. c'était plus pour avoir 2 jours de plus sur place. Je vais Oui. pas vous mentir, c'était pour Ok. me baigner 2 jours de plus avec mon fils et ma famille. Ok. Euh, Donc, du coup, oui, ça t'a impacté comme ça. ouais, et- quand même, ouais, j'ai trouvé ça un peu. Alors, au début, ça m'a fait mal, j'y ai quand même pensé longtemps. Ouais. Ma femme me dit, ah, ça t'a touché. Je dis, ouais, quand Bah, même. normal. Je dis, quand même, mais d'un autre côté, je relativise en me disant, c'est lui qui a pas raison. Mais toutefois, il faut quand même faire attention à ce que tu rejettes comme image. Parce que tu sais, t'as beau dire la Terre est ronde, il y a 2000 ans, tu vois, on te coupait la tête pour ça. Donc, à un moment, quand tout le monde te dit, pas, il y a personne qui m'a dit, mais si le message que tu renvoies en parlant comme ça, c'est que t'es orgueilleux, Mais c'est pas le cas. même si factuellement c'est pas le cas, pour eux c'est le cas, donc c'est le cas. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Parce que la majorité a quand même raison. Oui, enfin, Enfin, on est d'accord. Non, factuellement elle n'a pas raison, mais dans les faits, sur la façon dont on jugera et on te dira comment tu as été dans ta vie, c'est avec leurs émotions qu'ils vont te juger. Donc tu es obligé de t'adapter aux personnes que tu as en face et d'avoir le minimum d'empathie, te dire ok, il y a des personnes avec qui je devrais être plus discret et plus fermer ma gueule et moins être transparent. Je pensais pas qu'avec ma propre famille, je devais me fermer comme ouais, ça. bien sûr. Ensuite, c'est pareil, tu vas en vacances C'est de la déception. avec en des fait. cousins, des trucs et tout. Bon, là, t'as perdu à tous les coups, quoi. Hmm. Parce que si tu payes pas le resto, t'es le connard qui paye pas le resto. Et si tu payes le resto, c'est oh putain, il se prend pour qui, il veut nous payer le resto. Tu vois, t'as perdu. Tu vois, donc là, je polémique même plus. Il y a tout le temps des remarques sur l'argent. Je me dis, voilà, c'est comme Ouais. ça ils ont qu'à croire ce qu'ils ont envie de croire. Bien sûr. On va passer au deuxième petit jeu. Ouais. On va faire un cap ou pas cap. Je vais te donner une affirmation. Et tu vas me dire tout simplement est-ce que tu serais capable de le faire ou pas. Cap ou pas cap de travailler avec un client que tu détestes juste pour le gros chèque. Cap. Cap ou pas cap de balancer... Alors attends, travailler avec lui ou faire une association avec lui? Non, travailler avec lui. Tu le prends, tu sais En que client, quoi. Oui, tu le prends en client. Ouais, cap. Cap. Ouais, cap. Je vais facturer plus même. Cap ou pas cap de balancer un énorme dossier sur un concurrent pour l'éliminer. Si lui il me fait chier, cap. S'il attaque en premier, ouais, grave. Ok. Aucune pitié. Moi, c'est pareil. Moi, je suis pas le mec qui attaque. Par contre, si tu m'attaques ou tu me fais chier, voilà, par contre, je te défonce. Ça. Ok. Cap ou pas cap de facturer plus cher un client juste parce qu'il a l'air riche. Pas cap. Cap ou pas cap. C'est même l'inverse, c'est terrible. Hein. Ah ouais. Les gros clients, c'est moins cher. Ah Je oui. suis pas plus gros. Tu les fidélises en fait. Cap ou pas cap de quitter ta conjointe pour devenir millionnaire. Pas cap. Cap ou pas cap. Mais tu rajoutes milliard, c'est pareil. Hein. Ok. Cap ou pas cap d'investir tout ton argent, patrimoine, capital, investissement, business, tout, dans un seul projet ultra risqué, mais avec un potentiel x100. x100, je trouve pas ça beaucoup. Pour une entreprise. On parle pas d'une crypto, on parle de créer sa boîte. T'as un projet où tu fais mais on dit tout, là, le moindre euro sur ton compte bancaire et tout. All-in sur un projet ultra risqué, mais avec un potentiel x100. Si c'est moi qui le dirige, oui. Cap. Cap. Cap ou pas cap de tout lâcher. Parce que je sais refaire de l'argent. Oui. Je fais juste une parenthèse sur ça. J'ai pas un rythme de vie qui est élevé. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais, enfin, même quand je gagne beaucoup d'argent, j'ai jamais changé mon rythme de vie. Mon rythme de vie est très très bas. Okay. J'ai une petite voiture, j'ai une maison qui coûte 300 000 balles. On se dit, ouais, j'ai une maison qui coûte 300 000, on y est plein, on est avec la CAF et tout. Ouais, bon, et les golems, c'est bon. Pardon, mais... Normalement, dans ce podcast, il ne devrait pas avoir de golems comme ça. Non, mais t'inquiète. Mais pas sur Légende. Comme sur Légende, je me suis fait défoncer. Hein. Ah ouais? Ah ouais, bon, regarde les commentaires, il y en a 1000 qui veulent ma mort. Ouais, en même temps, ils ont fait un short où ils m'ont fait dire ce que j'ai jamais dit. Avec écrit, ils volent l'électricité. J'ai jamais volé l'électricité, c'est la diffamation. Enfin bref. Donc bref, putain, j'ai perdu mon fil. Ouais, donc du coup, tu voulais revenir sur le fait que je te disais, si tu le diriges, tu es prêt à investir et faire all-in sur un projet ultra risqué. Ouais, et parce que je sais que mon rythme de vie est très bas de l'autre côté, donc je sais refaire de l'argent. Ok. Pour vivre. Donc quand tu sais faire de l'argent, t'as pas besoin d'épargne de côté pour les coups durs, un lave-vaisselle, une bagnole, parce que tu sais que tu vas réussir à régénérer de la valeur. Ok. Cap ou pas cap de tout lâcher demain pour partir vivre dans un pays où personne ne te connaît et reprendre tout à zéro. Pas cap. Cap ou pas cap de donner le nom d'une personne dans ton industrie que tu ne recommandes pas du tout.
Cap ou pas cap? Vraiment me prendre un procès pour diffamation. Cap, du coup. Ok. Ah ouais, fallait pas dire le nom. Fallait dire T'es Cap pas pas cap. obligé, mais Ah si ouais, tu tu le peux. bipes. Ils vont tous se dire, est-ce qu'il avait dit le Ça va être grave le suspense, je vais le mettre en Vous intro. savez quoi? Je dévoilerai le nom 6 mois après Allez, ce podcast sur mes réseaux. allez. De toute façon, comme je vous l'ai dit, tous les réseaux sociaux de Florence seront dans la barre de description. Et évidemment, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça mettra évidemment l'épisode en avant et ça enverra de la force pour qu'on ait encore plus de visibilité. Merci beaucoup. On va passer à la dernière question. Et on va parler un peu plus de l'IMO. Toi, tu parlais tout à l'heure. Donc, effectivement, je pense que toi, ça a été le business et peut-être la crypto qui t'ont finalement rapporté le plus. Aujourd'hui, au niveau de l'IMO, comment tu te positionnes? Est-ce que pour toi, c'est quelque chose où du coup, ça t'intéresse plus? Est-ce que pour toi, c'est nécessaire ou essentiel de le faire en France ou en fait, t'as mis une barrière? J'ai vu que t'as fait des gros yeux, j'ai hâte d'avoir ton avis. L'IMO, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est incroyable l'immobilier, mais j'ai plus le temps. À refaire, j'aurais pas acheté un immeuble de rapport et loué 6 apparts, j'aurais plus fait du marchand de biens. Pour Ok. aller plus vite, c'est plus fort. Parce que ce qu'on vous dit pas dans l'IMO, c'est que même avec 10 apparts, t'es pas rentier, quoi. Mhm. Ça, souvent, on le dit pas. Tu vois, il a 10 apparts. Ouais, 10 apparts, tu payes la banque. Hein. Tu payes la banque et tu payes tes soucis qui sont Qui sont crescendo, avec. qui vont avec. Donc, et même si t'as allé 20, 30, 40 apparts, tu seras pas riche avant 20 ans, 30 ans. Même si tu vas faire 6 000 balles par mois, tout sera en SCI, il va te rester 3 000 ou 2 500 à la fin du mois. Waouh, t'es pas riche avec 2 500 balles, quoi. Oui, c'est clair. Bah alors oui, par contre, tu capitalises sur tous les mois, mais vas-y, faut pas qu'il y ait de problème. Hein. Hmm. Donc non, je trouve que l'IMO, c'est ouf, mais il faut... aujourd'hui, je le diversifierai un peu plus sur la planète. Ok. Rester C'est ce exposé que j'allais juste à la dire. France, parce que s'il y a bien un truc qui peut spoiler, c'est l'immobilier, parce qu'en fait, tu peux pas le délocaliser, quoi. Donc, s'ils ont envie de dire, tiens, au final, on passe de 15% d'IS en dessous 42 000 à 25, bah, ils le font, quoi. Ok. Si on dit, bah, le LMNP, tiens, on a envie d'enlever leur réintégration des amortissements dans le calcul de la plus-value, bah, on le fait, bah, ils l'ont fait. Ouais. Donc, je veux dire, non, faut pas être exposé à un seul pays, à une seule ville. Mais Ce serait l'immobilier où, reste du coup dingue, je trouve. Toi, t'investirais où si tu devais investir en IMO? Ouh À là là, l'étranger. vu que je suis plus dedans, ça serait compliqué de T'as tout donner le vendu? bon conseil. Non, bah, j'ai encore mes apparts. Mais comme je suis pas dans le mood de l'immobilier depuis quelques années, mais la tête dans le guidon avec ma nouvelle boîte blob.io, on en parlera après. Et non, moi, si je devais choisir, ça serait Dubaï. Dubaï? T'investirais à Mm. Dubaï, du coup. Dubaï, ouais. Ok, grave cool. Bah écoute, on va passer au C'est- dernier petit jeu. Habibi is the new China. C'est ça. C'est ça. On va passer au dernier petit jeu et après tu pourras nous parler de blog.io si tu C'est le veux moment nous... pub après, vous pouvez partir. Non, je rigole. Pas du si tout. tu veux nous parler un petit peu de ton activité, de comment en fait les gens qui auraient envie de se lancer veulent te contacter. Donc, on fait le dernier petit jeu, c'est un pour ou contre. Tout simplement, je te donne des affirmations, tu me dis si t'es pour ou si t'es contre. Pour ou contre t'associer dans le business. Pour. Grave. Pour ou contre embaucher les amis, la famille ou ta conjointe dans ton entreprise. Ouah, pour et contre. Pour et contre qui? Tout du le coup monde me dit contre, faut surtout pas le faire, mais moi j'aime bien bosser avec des potes. Ok. Donc je suis plutôt pour. Par contre, la conjointe, c'est potentiellement une grosse erreur. Ah ouais. Non, j'ai essayé. Alors maintenant, il y a quelqu'un entre nous, et elle a bien compris. Mais en fait, moi j'arrive à faire une dissociation mentale complètement de moi, personne physique, et de la personne morale. Donc c'est assez frustrant pour les gens, on se dit le mec est bipolaire. Mais oui, sur ça, oui, c'est complètement Gollum, quoi, il se met à gueule. C'est non, tu n'as pas fait les contrats. Et je vais vraiment y aller, quoi. Je vais être, j'aime pas la médiocrité, donc je suis un peu dur. Et c'est toujours plus dur avec les gens que tu aimes, un peu comme nos parents. Tu vois. Oui, c'est vrai. Toujours plus dur avec les gens que tu aimes. Parce que tu aimerais le meilleur d'eux et comme ils te le donnent pas, tu te rends compte que c'est peut-être pas ce que tu aurais aimé. Et du coup, c'est pas ouf. Donc, ouais, compliqué la campagne, même si c'est le cas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup moins compliqué parce qu'on est plus nombreux. Il y a quelqu'un qui fait un peu le tampon entre. Ok. Et surtout, j'ai arrêté de lui mettre des objectifs hauts. C'est voilà, elle nous aide. Elle fait comme elle peut et puis elle verra. Ok. Parce que de l'autre côté, il faut quand même s'occuper de notre fils, il y a plein de trucs à faire. La maison, on va pas se mentir, j'ai rien à faire. C'est vrai que
une charge mentale qui est proche de 0 à la maison. Ok. Je travaille, je me lève, je travaille. Je me couche, je travaille. Ok. Je me dis pas qu'est-ce que je vais manger, faire les cours, faut chercher le gamin à l'école. Ouais, bien sûr. J'ai rien en charge mentale, faut Ouais. être conscient. Et ce qui est ok pour toutes les féministes qui vont venir dans les trucs, c'est ok quand c'est voulu, c'est consenti. Oui, bien sûr. De l'autre côté, je laisse la liberté absolue aussi. Quoi. Oui, bien sûr. Pour ou contre les formations en ligne? Pour ou contre démarcher des inconnus en DM sur les réseaux sociaux? Ça peut faire des ventes en vrai, hein. Pourquoi pas, si t'apportes de la valeur, why not? Pour ou contre les personnes qui mettent en avant leur atout physique pour gagner plus d'argent? On joue avec les cartes que la vie nous a données. Ok. Pour ou contre entreprendre en France? Pour ou contre investir en France? Pour ou contre créer un compte fake pour espionner tes concurrents? J'adore. Écoute, je te remercie pour ta transparence. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Blob.io? Aujourd'hui, s'il y a des viewers et des auditeurs qui nous regardent et qui se disent « Ok, moi, j'y connais rien en mining, mais ça m'a l'air hyper intéressant ce qu'il fait », déjà, ils peuvent venir te poser des questions, j'imagine, sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment toi, tu les accompagnes ou comment tu accompagnes tes clients? Déjà, je vais expliquer comment ça fonctionne et comment on l'a créé. C'est pour vraiment comprendre la base. Est-ce que ton public, il est un peu éduqué crypto ou pas du tout? Il y aura eu des podcasts déjà sur la crypto. Ok, je fais en 2 minutes. Parce que la blockchain, c'est expliqué par des mecs très intelligibles. Très intelligents, mais pas intelligibles. Et je fais juste un débrief pour qu'on comprenne juste ce que c'est le minage de Bitcoin, parce que sinon, ils vont pas comprendre. Le minage de Bitcoin, c'est quoi? Donc, le Bitcoin, ça utilise la blockchain. Et la blockchain, en fait, c'est un grand registre comptable, ni plus ni moins. Chaque bloc est une page. Donc, quand vous faites une transaction, elle va s'inscrire sur une nouvelle page. Une fois qu'une page est validée par un tampon comptable, c'est immuable, infalsifiable, incensurable. Pour trouver le code secret, en fait, il faut trouver un code secret à la fin de la page qui permet de la valider. Ce code secret, en fait, c'est les machines de mining qui vont effectuer des calculs pour essayer de le trouver. La machine qui remporte le code, qui trouve le code, remporte tous les frais de transaction qu'il y a eu, plus la création de nouveaux bitcoins. Et le bitcoin, si je devais le résumer en un mot, c'est 21 millions. Il n'y en aura jamais un de plus. Si tous les millionnaires de la planète se réveillent et se disent « je veux un bitcoin », il n'y en aurait pas assez. Donc, c'est de l'ordre numérique. Et encore, parce qu'il y a beaucoup de différences avec l'or, parce que l'or, on ne connaît pas sa capacité, on ne connaît pas sa quantité totale. Il y a fort à parier que si demain, ils te trouvent un gisement de plusieurs trillions, oui, bien sûr. ils vont pas le dire, parce qu'ils vont se diluer. Tu connais pas sa vitesse d'extraction. Tu peux pas payer ton fournisseur à l'autre bout de la planète 1 million en un clic hyper rapide. C'est pas sécable. Là où Bitcoin, tu peux aller X décimales derrière la virgule. C'est pas transportable. Donc, je vois que pour ça, l'avantage l'or, l'historique. Ok. Donc voilà, pour revenir sur ça. Donc ces machines-là consomment de l'électricité, effectivement. Ça aussi, on pourra refaire un podcast entier sur l'écologie parce que non, ça kill pas la planète. On utilise en fait, on est des charognards. On utilise des surplus de capacité électrique sur la planète, là où il y a de l'électricité en trop et pas cher. On va chercher ces surplus d'électricité et on va faire bénéficier à des investisseurs de notre compétence et on va tout faire de A à Z avec une solution clé en main. Donc, on va installer les machines là-bas et nous, on va prendre 10% sur le rendement net généré. Si le client gagne de l'argent, on en gagne. S'il n'en gagne pas, on n'en gagne pas. C'est comme du LMNP, c'est comme de la location meublée, en plus rapide parce que les machines s'amortent. Plutôt qu'acheter du Bitcoin, tu vas amortir des machines sur 3 ans et tu vas passer en charge de l'électricité. Et ça change la donne. Et tu vas accumuler du Bitcoin. Et à terme, si tu avais eu le choix entre acheter un Bitcoin ou acheter pour un Bitcoin une machine, tu es censé, au bout de 4 ans, et dans la majorité des cas, ça arrive, avoir plus qu'un Bitcoin après. Alors que quelqu'un qui a un Bitcoin, dans 10 ans, il a encore un Bitcoin. Quoi. Donc, c'est vraiment ça l'objectif. Donc, c'est ça, notre cœur de métier aujourd'hui. Et quand on a créé Blob, je l'ai créé aux antipodes de ce qu'on avait pu voir avant. On l'a créé avec notre vision technique, qui, en termes entrepreneurial, je pense, a été une erreur sur certains trucs. On a fait beaucoup d'erreurs. On l'a basé sur 3 piliers. Le premier, c'est que les machines appartiennent aux clients, avec le numéro de série dédié, avec un... Et pourquoi surtout comme si la machine lui appartient, que c'est pas un NFT ou je ne sais quoi de mining ou du cloud mining, il peut amortir comptablement les machines. Deuxièmement, question de régulation. Vu qu'on se place comme vendeur de machines et hébergeur de machines, à aucun moment on touche au flux crypto des clients. On n'a pas à avoir un PSAN, donc une régulation crypto ou MiCA. On se place vraiment comme sub hardware. Donc la crypto de ta machine
va être produite directement dans ton portefeuille crypto, dans ton wallet, sans jamais passer par le nôtre. Ok. Le deuxième point, c'est l'absolue transparence. Et c'est là où je pense que je me suis planté. Nous, on avait vu les dérives des autres boîtes de mining pour lesquelles on a donné du consulting, pour lesquelles on a travaillé. Et ce manque de transparence, où le client clairement se fait très souvent avoir, on ne le voulait pas qu'on puisse soupçonner qu'on fasse pareil. Ok. Donc, on a donné accès à tous les clients à la blockchain directement, au dashboard de la pool de mining. C'est-à-dire que le client voit tout. Le problème, c'est que quand tu donnes de la transparence, tu crées du service client à mort. Parce que quand il y a un disjoncteur qui saute à 23h un samedi soir et que tu as un client qui a une machine qui est en train de faire 6 € par jour qui dit « Merci de redémarrer mes machines, 4 points d'exclamation. » tu t'en prends plusieurs, tu vois, c'est compliqué. Ouais. Alors que quelqu'un qui va juste envoyer un PDF à la fin du mois, ta machine a produit ça, Mm. il est tranquille quand même. Hein. Il est tranquille, c'est trust me, bro. Hein. Mm. Alors que Bitcoin, normalement, c'est don't trust, Ouais. verify. Donc, ça, je regrette pas à terme, je regrette pas pour le coup parce qu'on a un peu changé le fusil d'épaule. On a plutôt des clients maintenant à 100 000, 200 000, 400 000, voire même des clients à plusieurs millions qui vont nous suivre en equity sur des sites qu'on va construire, donc des usines de mining. Mais c'est vrai que le petit client accessible à partir de 10 000 €, nous on a des clients accessibles à partir de 10 000 €, s'il n'est pas éduqué financièrement, il est très sujet aux émotions quand même, et ça prend beaucoup de temps de service client. Mais je ne regrette pas d'avoir donné cette transparence, on va dire techniquement et humainement parlant. Par contre, entrepreneurialement parlant, ce n'était pas la chose la plus smart à faire pour une entreprise en termes de rentabilité. Oui, parce que moi, du coup, ma question, c'est justement, est-ce que le process de vous prenez les machines, vous achetez les machines et finalement, vous récompensez vos investisseurs comme une boîte normale, tu vois, comme sur un pourcentage du bénéfice que finalement génère. Non, ouais, parce qu'on n'est pas une société d'investissement. D'accord. Sinon, on devrait être régulé. Ok. Et du coup, vous pouvez pas le faire. Non, là, la machine appartient au client, c'est la sienne. Nous, on lui héberge. On est des fournisseurs d'électricité, des vendeurs de machines, des logisticiens, de la maintenance, du conseil aussi par en investissement. Et en fait, c'est pour ça que d'ailleurs, avant chaque achat de machine, tu peux pas l'acheter d'une machine sur notre site web. Tu es obligé de passer par un appel avec moi ou Jérémy, un de nos experts, ou Julien. Et l'appel, ça va être un appel stratégique d'1 heure où on va comprendre les besoins de la personne et la vision de la personne. Parce que si on vend plusieurs sortes de machines, c'est qu'il n'y en a pas une qui est la vérité absolue. Mais on va adapter, grâce à notre expertise, la meilleure stratégie possible en fonction de ta vision. Okay. Quelqu'un qui me dit on va rester à 100 000 pendant 4 ans, je ne vais pas lui conseiller les mêmes machines que qui me dit quelqu'un ça va monter à 200 000 dans 3 mois. Okay. On n'a pas de boule de cristal. Par contre, on sait adapter la meilleure strat possible en fonction de leur vision. Et dans tous les cas, à la fin de l'appel, soit au pire des cas, ils ont appris plein de choses, et au mieux, ils deviennent mineurs de Bitcoin et produisent leur propre Bitcoin. Ok, parfait. Écoute, je te remercie en tout cas pour ton temps, Florent. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à le contacter. Encore une fois, tous les liens seront directement dans la barre de description. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao! Merci.